J'ai jeté toutes tes affaires. De toute façon, tu n'avais pas besoin de ces meubles ringards, non? C'est la première chose que ma sœur m'a dite quand je suis rentrée chez moi, après avoir remis les pieds dans ma ville natale pour la première fois depuis 6 mois. Je m'appelle Lucie, j'ai 35 ans et je travaille comme responsable marketing dans une grande entreprise technologique française. Il y a 6 mois, j'avais enfin réalisé l'un de mes rêves, acheter ma toute première maison flambant neuve. Mais à peine le temps de savourer ce bonheur que mon entreprise m'a envoyé en mission de 6 mois à Singapour. Une opportunité de carrière incroyable, impossible de refuser. La seule chose qui me tracassait, c'était de laisser ma maison vide. Après réflexion, j'ai décidé d'en parler à ma mère, et je lui ai laissé un double des clés au cas où. Tu es toujours si responsable, Lucie. Ne t'inquiète pas pour la maison, concentre-toi sur ton travail. Je l'avais remerciée sincèrement, pleine d'espoir, avant de quitter la France pour Singapour. La vie à l'étranger était rapide, intense, exaltante. Le temps a filé à toute vitesse. Le travail se passait bien. Et alors que la date de mon retour approchait, j'ai reçu un message de ma mère qui m'a glacé le sang. Ta sœur a divorcé. Elle ne va pas bien. Pour être honnête, ma sœur et moi n'avons jamais été très proches. Elle a toujours été impulsive, émotive, prompte à accuser les autres des conséquences de ses propres choix. Alors, quand j'ai appris qu'elle divorçait encore, enceinte de son 4e enfant, ma première réaction fut plus de la résignation que de la surprise. Ses enfants, mes neveux et nièces, sont innocents bien sûr. Penser à eux me serrait le cœur, mais cela restait son problème. Je n'avais ni le devoir ni l'envie de m'en mêler. Mais cette limite allait être franchie avec une facilité déconcertante alors que j'étais à l'autre bout du monde. Le deuxième appel de ma mère n'était pas une demande. C'était une information. Ta sœur n'avait nulle part où aller. Alors, je lui ai proposé de rester chez toi quelque temps. Sa voix était joyeuse, presque fière, comme si elle avait une idée de génie. Quoi? Chez moi? Tu ne peux pas décider ça toute seule. Ma protestation ne la toucha pas le moins du monde. Mais enfin j'ai la clé et tu n'es même pas là. Vous êtes sœurs, c'est normal de céder entre nous. Sur le papier, ça pouvait sembler raisonnable. En réalité, c'était du chantage moral, une exigence déguisée pour que je sacrifie ma maison et mon intimité au nom de la famille. Mais je ne réalisais pas encore à quel point la situation était grave. Au pire, j'imaginais ma sœur squattant le canapé du salon quelques semaines, déjà insupportable connaissant son caractère. Mais bon, je n'avais pas le choix. La réalité, pourtant, dépassa toutes mes pires craintes. Quelques jours plus tard, une amie du quartier m'a appelée en visioconférence. « Lucie, il y a un camion de chantier garé devant chez toi. Il décharge des meubles pour bébé. Tu fais des travaux ?» Le sang m'a quitté le visage. J'ai aussitôt appelé ma mère. « Qu'est-ce qui se passe chez moi? Quels travaux? » Elle, toujours aussi calme. « Ah oui, ta sœur va bientôt accoucher. On a décidé de transformer ta chambre en chambre de bébé. » J'ai cru que j'allais exploser. Ma chambre? C'est ma maison. Ne t'énerve pas pour des détails, a-t-elle simplement lâché avant de raccrocher. Je suis rentrée en France aussi vite que possible. Ma maison, symbole de mon succès, mon sanctuaire personnel, se dressait devant moi. Mais quand j'ai ouvert la porte d'entrée, j'ai cru m'être trompée d'adresse. Une poussette abandonnée dans le couloir. Un sac allongé renversé par terre. Une odeur entêtante de lait en poudre et de talc. En ouvrant la porte du salon, le choc s'est amplifié, mon canapé italien soigneusement choisi avait disparu, remplacé par un chaos de jouets et de dessins au crayon sur les murs. Paniquée, j'ai couru jusqu'à la chambre, et je me suis figée. Les murs étaient peints en rose fuchsia, des mobiles en forme d'étoile pendaient du plafond, et le sol était recouvert de tapis de jeu à motifs d'animaux. Et au milieu de cette scène d'horreur, berçant un bébé que je ne connaissais même pas, se tenait ma sœur. « Ah, tu es rentrée. » C'est tout ce qu'elle a trouvé à dire, sans surprise ni émotion. « Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi tu es ici? Où sont mes meubles? » Elle a poussé un long soupir théâtral, comme si j'étais la personne déraisonnable. Je n'avais nulle part où aller après le divorce. Maman m'a donné la clé. On est de la famille, c'est normal de céder, non? Sa désinvolture a fait exploser ma colère. Sans un mot, j'ai fait demi-tour et je suis allée directement chez mes parents. Mon père s'est contenté de froncer les sourcils, silencieux, pendant que ma mère riait doucement. « Oh Lucie, voyons, la famille, c'est fait pour s'entraider. Ta sœur a traversé tellement d'épreuves. » Ils étaient complètement déconnectés de la réalité. Je suis sortie sans un mot et suis allée m'installer dans un petit hôtel. Allongée sur les draps froids, j'ai pris ma décision, ce problème ne se réglerait pas par la parole.
C'était une guerre, et j'allais me battre pour tout ce qui m'appartenait. Le lendemain matin, presque sans dormir, je me suis rendue au commissariat local. Si j'expliquais tout, peut-être pourrait-il la faire partir pour violation de domicile. Un mince espoir, mais c'était tout ce qu'il me restait. La réaction de l'agent au guichet du commissariat a brisé toutes mes attentes. Au début, il a écouté avec empathie. Mais quand il a appris que l'intruse était ma sœur et qu'elle avait obtenu la clé auprès de notre mère, son visage s'est fermé en une indifférence lasse. Donc c'est une affaire de famille. Je suis sûre que votre sœur a ses raisons. Plutôt que d'envenimer les choses, il vaudrait mieux que votre famille s'asseye et discute. J'avais du mal à croire ce que j'entendais. Discuter? Avec cette famille absurde? Que reste-t-il à négocier? Ce ne sont pas des gens raisonnables. On avait violé ma propriété. J'ai haussé le ton. Il a répété sa phrase toute faite. Je crains que nous ne puissions guère intervenir. Puisque votre mère lui a donné la clé, il serait difficile de prouver une intrusion volontaire. Ça relève d'un litige civil familial, et la police n'est pas habilitée à s'en mêler. Désolé. Ces mots tombèrent comme un verdict, un rejet glacial de ce que je croyais être ma dernière ligne de défense. En sortant du commissariat, engourdie et furieuse, j'ai senti le désespoir me gagner. Et sous lui, quelque chose de plus fort, une colère lente et brûlante. Société, loi, justice, aucun d'eux n'était de mon côté. Très bien. Si le système ne m'aidait pas, je combattrais selon mes propres règles, mais dans le cadre légal, ma justice. J'ai sorti mon téléphone et parcouru la liste des conseillers juridiques de l'entreprise jusqu'à trouver Robert, un avocat réputé pour les litiges immobiliers. Heureusement, il pouvait me recevoir cet après-midi même. J'ai reconstitué la chronologie des faits et je suis allé directement à son cabinet. Le voir en chair et en os, et non par écran, m'a tout de suite rassuré, regard vif, assurance pondérée. Il a tout écouté sans m'interrompre. Puis, d'une voix calme mais ferme. La police a raison sur un point. C'est un dossier civil, et en droit civil, la preuve fait tout. Les émotions et la sympathie ne pèsent rien devant le juge. Lucie, votre combat pour récupérer votre maison commence ici. Ces mots ont allumé un feu en moi. Plus de pitié, il fallait rassembler les armes nécessaires pour gagner sur le champ de bataille judiciaire. Des preuves, hein? Ai-je répété. Mais je ne peux même pas pénétrer librement chez moi. Comment les collecter? Robert a esquissé un petit sourire de stratège. Il y a une méthode. Pas besoin d'affronter votre sœur directement. Il faut frapper là où elle s'y attend le moins, légalement. Son plan, je dirais à ma sœur que je renégociais mon prêt immobilier et que la banque exigeait une expertise officielle du bien. C'était plausible, une démarche courante. Comme elle n'était pas propriétaire, elle ne pouvait pas légalement empêcher l'expert d'entrer. Elle, expert, serait en réalité un enquêteur de confiance engagé par Robert. Il effectuerait un examen minutieux pendant que je l'accompagnerais en tant que propriétaire. Objectif, documenter chaque recoin en photos et vidéos de haute qualité, pour attester de l'état des lieux. Elle résisterait probablement un peu, mais si je lui disais que faire obstacle à une expertise bancaire pourrait lui nuire juridiquement, elle céderait. Il avait vu juste. Au début, ma sœur a tenté de temporiser, prétextant qu'elle était occupée. Mais quand je l'ai menacée d'informer la banque, elle a fini par accepter à contre-cœur. Quelques jours plus tard, je me tenais à nouveau devant ma maison, cette fois accompagnée de l'expert. Quand ma sœur a ouvert la porte, elle m'a jeté un regard rapide puis s'est tournée, renfrognée. Moi, je ne ressentais plus rien. J'ai gardé mon sang-froid et suis entrée derrière l'enquêteur. Il a parcouru les pièces méthodiquement, calepin à la main, filmant tout avec une petite caméra performante. Il faut enregistrer l'état de chaque pièce pour l'évaluation, a-t-il expliqué d'un ton professionnel. Ma sœur ne se doutait de rien. Chaque tache sur le sol, chaque gribouillis au crayon sur les murs, la chambre parentale noyée sous un rose criard, tout a été documenté sous le couvert d'une expertise officielle. Debout, à regarder son dos, je me disais intérieurement, encore quelques coups et ce sera échec et mat. Le même après-midi, je suis retournée chez Robert. Je lui ai transféré les vidéos et photos. Il s'est penché, étudiant chaque image, particulièrement les murs griffonnés et la chambre profanée. Une ride de concentration s'est formée entre ses sourcils, ce n'était pas de la surprise, mais une colère professionnelle contenue. Puis il m'a posé la question tranchante. Excellent dossier. Mais dites-moi, Lucie, avez-vous des preuves de l'état de la maison avant ces dégâts? Oui, ai-je répondu aussitôt. J'étais si heureuse à l'achat que j'avais pris des photos de chaque recoin, comme un reportage. J'ai ouvert mon ordinateur et partagé un dossier cloud intitulé Ma maison.
Dedans, des images d'un salon immaculé, un beau parquet en noyer, une chambre parentale sereine aux murs blancs cassés. Robert a comparé les photos d'avant et les vidéos d'après, hochant la tête avec satisfaction. Parfait. Avec ça, nous pouvons démontrer l'intention malveillante sans équivoque. Ils ne s'attendront jamais à un dossier aussi complet. C'est notre arme la plus solide. Puis il a exposé la première étape de notre contre-attaque. D'abord, sur la base de ces preuves, exigeons leur départ immédiatement. Nous enverrons une lettre recommandée avec accusé de réception à votre sœur et à vos parents. L'avis contiendra 2 points. D'abord, une mise en demeure de quitter les lieux immédiatement. Ensuite, un avertissement indiquant que l'état des lieux sera évalué après départ et que le coût total de la remise en état sera réclamé par voie judiciaire. Nous ne préciserons aucun montant pour l'instant, l'incertitude rendra la menace plus intimidante. J'ai hoché la tête ferme. Oui, faire cesser cette occupation illégale passait avant tout. J'ai serré le poing, sentant enfin la bannière de ma contre-attaque se lever. Le jour où la lettre dut certainement arriver, mon téléphone n'a cessé de vibrer dans la chambre d'hôtel. Appels et messages de ma mère et de ma sœur ont déferlé comme une tempête. Fidèle au conseil de Robert, je suis restée froide, aucun retour, aucune explication. Les messageries vocales ont alors commencé à s'accumuler. Pendant une courte pause au travail, j'ai enfilé mes écouteurs et j'ai écouté. Lucie, qu'est-ce qui se passe? J'ai reçu une lettre d'un avocat. Tu expulserais ta sœur et menacerais de nous poursuivre? Es-tu folle? La voix de ma mère, aiguë, presque hystérique, plus furieuse d'avoir vu son petit stratagème voler en éclats que préoccupée pour le préjudice subi. Puis la sœur, avec ses sanglots factices. Lucie, comment peux-tu nous faire ça? J'ai nulle part où aller avec les enfants. Il ne fallait pas en arriver là avec un avocat. Parlons, s'il te plaît. Ces paroles glissaient sur moi comme la pluie sur du verre. C'était le même jeu de la victime, vieux comme elle. Si elle voulait vraiment discuter, elle n'aurait pas envahi ma maison ni détruit mes affaires. Tout se déroulait exactement comme Robert l'avait prévu, première tentative pour vous ébranler émotionnellement. Ne leur donnez rien. Son professionnalisme calme était mon bouclier. J'ai éteint mon téléphone, pris une profonde inspiration et expiré lentement. Fini de jouer dans leur drame familial. Plusieurs jours passèrent pendant lesquels j'ai totalement ignoré leurs appels. Le cabinet de Robert m'a informé, comme prévu, que ma mère et ma sœur avaient appelé à plusieurs reprises en exigeant de me parler. Il a résumé leur message dans un mail concis. Votre mère affirme que vous avez perdu la raison et que porter un litige familial devant les tribunaux est insensé. Votre sœur prétend être en grande difficulté financière et incapable de partir immédiatement. Aucune des deux ne montre l'intention de se conformer à notre demande. Je n'étais pas étonnée. Elle ne céderait pas sans se battre. Ma sœur exploiterait son rôle de victime pour obtenir ce qu'elle veut. Mais Robert avait déjà anticipé la suite. Nous passons à l'étape suivante, m'a-t-il dit. Nous déposerons une requête en référé demandant l'expulsion immédiate. Une fois accordée, il s'agira d'une décision de justice qui permettra aux officiers d'exécution de procéder à l'expulsion. J'ai accepté sans hésiter. Aucune pitié, elles avaient piétiné ma bonne volonté et violé ma propriété. Qu'elles subissent désormais les conséquences légales. La procédure d'injonction a été rapide. Mes preuves, les images avant et après, se sont révélées décisives. D'un côté, les vidéos montrant la dévastation que j'avais filmée à mon retour, de l'autre, les photos immaculées du dossier Ma Maison. Placées côte à côte, la vérité s'imposait, une belle maison délibérément ruinée par méchanceté. Le tribunal a statué en ma faveur et a délivré un ordre d'expulsion contre ma sœur. Plus tard, un voisin m'a raconté la scène quand l'huissier est venu afficher l'arrêté sur la porte. Il faut voir ça, Lucie. Ta sœur est sortie en courant, toute pâle, regardant ce papier comme si c'était une sentence de mort. Face au pouvoir absolu de la loi, un domaine où sa manipulation émotionnelle ne pèse rien, elle a finalement semblé comprendre l'ampleur de la situation. Cette nuit-là, mon téléphone a sonné à nouveau. C'était mon père. Il était resté silencieux tout au long du chaos, ni n'a arrêté ma mère et ma sœur, ni ne s'est impliqué. Il avait choisi de détourner le regard. Sa voix, au téléphone, était faible et épuisée. « Lucie, peux-tu arrêter ça? Je comprends ta colère, mais pour suivre ta sœur, notre famille, nous ne pouvons pas nous exposer ainsi. Ta mère est déjà effondrée. N'en fais pas trop. » C'était une supplique. Mais sous ces mots se cachait un égoïsme protecteur, préserver leur paix et leur image publique, pas de la compassion pour moi. « Père, me dis-tu ça à moi? À la femme dont la chambre a été détruite?
Pas à la sœur qui occupe illégalement ma maison ni à la mère qui l'a permis? Ai-je demandé calmement. Il balbutia, sans savoir quoi répondre. L'appel se termina sans résolution, il répétait seulement « Nous sommes une famille. Ne fais pas de scandale. » Sans jamais évoquer ni les dommages ni la blessure que j'avais subie. En raccrochant, j'ai poussé un soupir, non de colère, mais de pitié. Sa peur de troubler les eaux avait en fait permis à ma mère et ma sœur d'agir ainsi. Je décidai ce jour-là de ne plus attendre aucune justice de sa part en tant que père. L'injonction provisoire comportait un délai de grâce pour l'expulsion de 2 semaines. Dans le texte original, le mot était tout, j'ai supposé 2 weeks, 2 semaines comme sens le plus probable. Ma sœur allait-elle partir d'elle-même ou lutter jusqu'au bout? Je suivais la situation depuis ma chambre d'hôtel, retenant mon souffle. D'après les nouvelles de Robert, elle s'était empressée de chercher un avocat et tentait de monter une défense. Mais avec toutes les preuves en notre faveur, leur chance était quasi nulle. La veille de l'expulsion, je reçus un message d'elle, dégoulinant de haine. « Tu as détruit ma vie. Tu vas jeter à la rue la femme enceinte que je suis et mes 3 enfants, n'est-ce pas? Monstre! Les gens comme toi ne méritent pas un toit. J'espère que tu gèleras seul dans ta grande maison vide. » Étonnamment, je ne ressentis aucune colère, seulement une profonde pitié. Même à ce stade, elle me rendait responsable de tous ses malheurs. Je transférai simplement le message à Robert, sans un mot, avec pour objet. Message de ma sœur, à archiver. Le lendemain, à midi, l'échéance d'expulsion tomba. Robert m'envoya un court message. Peu après 11 heures, nous avons confirmé que votre sœur et ses enfants ont quitté les lieux. Félicitations, Lucie. Votre maison vous est rendue. En lisant cette phrase, la tension accumulée en moi se rompit d'un coup. Mais pas le temps pour la sentimentalité. Récupérer la maison n'était que le début du véritable combat. Je quittai aussitôt l'hôtel et rentrai chez moi. L'intérieur était pire que je ne l'avais imaginé, et ce choc ne fit que renforcer ma détermination. Sous la direction de Robert, je me mis à préparer la réclamation pour dommages et intérêts. Il y avait les devis des artisans pour les réparations, puis l'inventaire que j'avais dressé avec minutie, chaque objet jeté ou détruit, recoupé avec les photos de ma maison. La somme totale équivalait au prix d'une petite maison dans une ville de province, une dette impossible à rembourser pour ma sœur. Robert rédigea la lettre de mise en demeure finale, accompagnée du dossier complet de preuves et du montant exigé. Nous enverrons cette lettre en recommandé à votre sœur. Délai de paiement, 30 jours. En cas de non-paiement, nous saisirons immédiatement le tribunal civil. Il n'y aura aucune échappatoire. Quelques jours plus tard, ma mère appela, la voix tremblante. « Lucie, je t'en supplie, arrête. Elle ne pourra jamais payer. Si on lui saisit quoi que ce soit, elle ne s'en remettra pas. Et ses enfants? Tu veux vraiment rendre tes neveux sans abri? Comment peux-tu être aussi dur? Encore une fois, les enfants comme bouclier. La tactique habituelle. Maman, tu aurais dû dire ça avant qu'elle ne détruise ma chambre. Tu t'inquiètes pour les mauvaises personnes. Si tu tenais vraiment à l'avenir de ces enfants, tu leur montrerais ce qu'est une mère responsable. Comment peux-tu dire des choses si froides? Elle regrette, tu sais. Les gens vraiment désolés n'engagent pas d'avocat pour se battre jusqu'au bout, ai-je répliqué. Je ne parlerai plus à la famille qu'à travers mon avocat. Au revoir. Je mis fin à l'appel, certaine que ce serait probablement notre dernière vraie conversation. Puis, calmement, j'ai supprimé le nom de ma mère de mon téléphone, définitivement. À l'approche de la date limite de paiement, Robert m'appela. Sa voix restait posée, professionnelle. Lucie, nous avons eu un retour du camp adverse. Leur avocat affirme qu'ils ne peuvent absolument pas payer le montant exigé. Ils demandent une forte réduction. S'ils n'y parviennent pas, ils menacent de déposer le bilan. La faillite. C'était la menace la plus basse, mais aussi la plus efficace. Et elle comptait s'en servir. Si elle se déclarait en faillite, les indemnités que je pourrais récupérer fondraient à presque rien, voire disparaîtraient. Pendant un instant, le sang me monta à la tête. Après avoir détruit ma maison, ma vie, elle voulait maintenant se cacher derrière la loi pour s'en tirer sans conséquence. L'audace de cette idée me laissa sans voix. Je restai immobile quelques secondes, noyé dans un tumulte de colère, de dégoût et d'impuissance. Puis, du chaos, une réponse claire s'imposa. « Très bien, dis-je d'une voix maîtrisée. Alors, Robert, engagez la procédure. Je me moque de récupérer le moindre centime. Je veux que ces actes soient jugés en justice, publiquement. Que la responsabilité qu'elle a niée soit gravée dans sa vie par un jugement officiel. » Après un court silence, Robert répondit, avec une nuance de respect dans la voix. «
C'est une excellente décision, Lucie. J'allais vous le proposer moi-même. En vérité, l'avocat adverse paraît hésitant. Il sait qu'ils n'ont aucune chance. Je crois que cette menace de faillite n'était qu'un bluff pour ébranler votre détermination. Si nous restons fermes, ils finiront par céder. Ces paroles me raffermirent. Ce n'était plus une question d'argent. C'était une question de dignité, de limite, de reconquête de soi. Je lui ai donné instruction officielle d'intenter le procès. Les négociations étaient terminées. Il appartenait désormais au tribunal de dire la vérité. Je savais que cette décision briserait les derniers fils reliant encore ma famille et moi. Mais je n'éprouvais aucun regret. Quelques jours plus tard, la notification de procédure atteignit l'avocat de ma sœur. Et comme Robert l'avait prévu, la menace de faillite s'effondra. Peu après, Robert reçut un message de leur avocat, une quasi-reddition totale. Ils acceptent de payer la somme intégrale, mais demandent à le faire en plusieurs versements. Comment souhaitez-vous procéder? Robert attendait ma réponse. Je pris un moment pour réfléchir à son rapport. Je pouvais les traîner devant le tribunal, gagner sans contestation et détruire le peu de réputation qui leur restait. Mais ce n'était pas mon but. Je ne voulais pas anéantir ma sœur publiquement. Tout ce que j'avais toujours voulu, c'était rétablir mes droits et la forcer à assumer ses actes. J'accepterai les paiements échelonnés, répondis-je enfin, mais à deux conditions. Premièrement, l'un de mes parents devra se porter garant. Deuxièmement, au moindre impayé, j'aurai le droit d'exiger immédiatement le solde intégral restant. Et je veux que tout cela soit enregistré par un acte notarié officiel. C'était le dernier clou du cercueil, celui qui garantissait qu'ils ne pourraient plus jamais fuir. Ils acceptèrent les conditions. Quelques semaines plus tard, je me trouvais dans le bureau de Robert, signant une montagne de papiers. Je ne revis jamais ma sœur. Tout fut réglé silencieusement, par avocats interposés. Et, tout simplement, mon long combat prit fin. Je fis réparer la maison sans attendre. Les murs roses de la chambre furent repeints d'un blanc doux et apaisant, les rayures du sol soigneusement restaurées. Peu à peu, je remplaçai chaque meuble perdu, mais cette fois, je ne choisis que ce que j'aimais vraiment. Ce qui m'apportait la paix. La maison n'était pas seulement reconstruite, elle était transformée. Enfin fidèle à l'image que j'avais toujours rêvé d'elle. Mais la famille perdue, elle, ne pouvait être réparée. Une année s'est écoulée. Ma sœur a effectué chaque versement sans retard, les transferts arrivant chaque mois, silencieusement sur mon compte. C'est aujourd'hui le seul lien qui nous relie encore. Aucune nouvelle de mes parents. Récemment, une amie d'université, un peu hésitante, m'a raconté ce qu'elle avait vu. Je suis tombée sur ta sœur et ta mère dans un magasin à bas prix. Ta sœur avait l'air épuisée. Ses vêtements étaient usés. Elle tenait le bébé dans les bras et criait après les autres enfants qui couraient partout. Elle hurlait sur ta mère, « Pourquoi on n'a plus d'argent? Je ne peux même plus acheter des vêtements pour les petits. » Ta mère, elle, avait l'air si vieille, si lasse. Elle murmurait sans cesse, « On n'a plus rien. Plus un sou. » Les gens les regardaient. C'était difficile à voir. Je l'écoutais et ne ressentis rien. Ni pitié. Ni triomphe. Rien qu'un grand calme. Ainsi soit-il, pensais-je. Ma sœur détourne encore les yeux des conséquences de ses propres choix et se venge désormais sur notre mère. Elle n'a pas changé. Et mes parents, qui l'ont couverte si longtemps, paient enfin le prix, littéralement, en tant que garant, sacrifiant leur stabilité à sa place. C'est le chemin qu'ils ont choisi. Ma maison, aujourd'hui, est paisible. Silencieuse. Un refuge que j'ai reconquis de mes propres mains. Elle est à la fois ma forteresse et la preuve du combat que j'ai mené pour protéger ma vie. Peut-être ai-je échangé l'illusion de la famille contre la réalité de ma liberté. Mais je ne ressens aucun regret. Ce calme, ce silence, c'est la paix que j'ai méritée en défendant ma dignité et mon foyer. Car même les liens du sang ont des limites qu'on ne doit jamais franchir. Et parfois, pour protéger ces limites, il faut avoir le courage de se battre. Dans ce château tranquille, je continuerai à vivre, selon mes propres termes.